Bonjour et bienvenue à la critique exigeante. Donc, comme convenu, Fairy Tail, la dernière saison vient de se terminer. Et si vous ne le saviez pas, je suis un grand fan de Fairy Tail. D'ailleurs, je vous invite à regarder mes 2 vidéos sur le sujet si ce n'est pas déjà fait. Et donc, c'est l'occasion de faire une petite critique vraiment de l'adaptation en elle-même, hein, l'aspect adaptif. Parce que, bon, l'histoire, j'en ai déjà couvert dans mes dernières vidéos, justement. Et ne passerons pas par 4 chemins. Si j'espérais un peu la manière que j'espère encore que ça peut arriver pour Bleach, que cette adaptation viendrait apporter vraiment une plus grosse plus-value au dernier arc qui en avait grandement besoin. Non, ça s'est pas produit parce que malheureusement le studio, faut croire, avait vraiment pas le budget nécessaire pour faire ça. Ça a quand même bien démarré, mais très rapidement, on voit que le budget diminue, c'était presque comique en fait, parce que la dernière saison de Fairy Tail, elle me faisait beaucoup rire par ses moyens, par toute son imagination qu'elle arrivait à déployer afin de ne pas animer quelque chose. Hein, il y avait vraiment différents procédés. On avait notamment la multitude de plans de réaction sur des visages de gens. Là. Hein? On voit la réaction de Natsu, Lucy, Grey, Juvia, Wendy, etc. On peut facilement passer à travers 7 personnages. On s'entend que, bon, on voit clairement qu'ils veulent prioriser quelque chose qui est facile à faire. Également, au niveau des combats, c'était souvent des plans fixes qu'on essaie de convertir un sentiment de mouvement ou de quelque chose pour accentuer le poids du coup. Par exemple, Invel contre Grey, je pense que ça a été beaucoup utilisé. Le problème, c'est que bon, je trouve pas que c'était super efficace. C'est quand même quelque chose que la série pouvait faire à quelques reprises auparavant, dans le passé. Mais ici, ça, je sais pas, ça se convertit vraiment pas assez bien. D'autant plus que les dessins, je trouve, non plus, sont pas vraiment à la hauteur. On est loin du code de Dragon Ball Super, mais également, il y a des dessins aussi qui sont un peu dégueulasses. Également, autre procédé qui en plus, hein, comment dire, c'est pas comme si toute la série était comme cohérente dans son manque de budget, non. On trouvait de nouveaux moyens à mesure que ça avançait. À un moment donné, il y a cette technique-là qui fait en sorte que les passants, les figurants, n'ont pas de design, ce ne sont que des silhouettes. Et ce qui est très drôle, c'est que dans un épisode, ça commence avec ce principe-là, et presque, je pense, 15 secondes après, là, les passants ont un design. Dans un même épisode, il n'y a aucune cohérence au niveau du budget. Bon, on s'entend, je me souviens que dans Dragon Ball Super aussi, des fois, dans un même épisode, on sentait vraiment le changement d'équipe d'animation. Mais à ce niveau-là, c'est quand même assez comique. Hein. C'est dans les 15 secondes. C'est pas comme s'il y avait une coupure claire, comme première moitié de l'épisode, deuxième moitié. Non, non, là, on est littéralement dans la même scène. Il y a ça qui se produit. Et c'est ça qui est dommage à ce niveau-là, à quel point l'animation pas à la hauteur fait en sorte que, bon, forcément, j'aurais pas vraiment envie de regarder ça à ce sens-là. Le manga est supérieur. Et je le dis toujours, dans le cas d'une adaptation d'un manga vers un animé, techniquement, l'animé devrait être supérieur. Hein. C'est à peu près les mêmes codes, mais on ajoute beaucoup d'éléments. Hein. Le son, l'image, la musique, les voix, etc. Ça devrait être supérieur. Ici, non. Allez regarder le manga, parce que quitte à avoir quelque chose de pas animé, au moins allez voir ce Mashima. C'est pas en couleur, mais il dessine encore très bien à ce moment-là. On sent encore une certaine passion, ce qui n'est pas le cas dans cet animé-là. D'autant plus que, également, dans cet animé, j'espérais beaucoup d'ajouts d'histoire pour essayer de crédibiliser un peu plus ce dernier arc-là. Force est d'admettre qu'il n'y en a pas tant que ça. Et quand il y en a, ils sont un peu ils sont assez mineurs quand même. Mais je vais en faire une liste de ceux quand même qui je trouve en valent peut-être la peine. De façon générale, on montre beaucoup... on respecte les fillers en montrant parfois des plans de réaction de personnages de fillers. Ça arrive pas souvent, mais quand ça arrive, j'apprécie quand même qu'on respecte justement les fillers parce que hein, on les crée, autant, comment dire, accepter le fait qu'on les a créés et travailler avec. Et de la même façon, à la toute fin, on a un peu plus on apprend un peu plus sur... On a des flashbacks d'Akenoga sur sa vie passée, et je pense qu'il va y avoir une série dédiée à ça. Combien d'épisodes? Probablement 5, j'imagine, parce que en même temps, t'as pas quoi faire 12 épisodes là-dessus. Quoique s'ils le font, ben bravo, ça aurait quand même un peu de cran. Et ces ajouts-là sont peut-être un peu trop tard dans l'histoire, mais sont bien quand même, parce que dans le manga, il y a à peu près rien. On avait juste Akenoga, je pense, qui parlait de sa petite sœur qui avait été tuée par les dragons. Et si on change ça, on fait en sorte qu'il reste marqué par cette petite fille qui s'est fait tuer par les dragons. Petite fille qui est présente dans le film Dragon Cry. Donc on vient vraiment faire le lien. Et ce qui est bien, c'est que ça, même si tu n'as pas vu le film, ça fonctionne en lui-même. Mais c'est quand même intéressant de voir qu'on fait un lien avec un film de Dragon Ball. Non. Qu'on fait un film avec le film Fairy Tail de meilleure façon que Dragon Ball fera des liens avec ses propres films. Donc là-dessus, je peux saluer quand même cet effort-là. Même si, bon, encore une fois, il aurait peut-être fallu avoir 3 segments de passer d'Akenoga pour plus comprendre. Parce que là, le problème, c'est que on en a seulement 2 qui sont relativement insuffisants eux-mêmes et ça fait juste un sentiment d'amuse-gueule
pour la future série sur Acne Logia. Donc, bien, mais il aurait fallu, je pense, plus intégrer littéralement le concept à même la série. Là, ça aurait un peu mieux fonctionné. Un peu l'image de, ils ont intégré tout le passé de Mavis à travers lors de la dernière monture de Fairy Tail. Également, autre petit ajout que je trouve quand même qui mérite peut-être la peine d'en être parlé, c'est quand Natsu se confronte à Blue Note. Dans le manga, c'est juste Blue Note qui, je le reconnais maintenant, et qui se fait one-shot. Alors qu'ici, ben, il fait son Black Hole, sa meilleure attaque, et il se fait one-shot. C'est quand même le mérite de faire que le combat est un peu plus sérieux. Il y a quelque chose de quand même un peu intéressant. En plus que justement, on exploite un peu plus ce Blue Note, on nous rappelle cette technique-là que Gildarts avait réussi à vaincre. Natsu fait pareil. Il y a un ajout particulièrement que je vais vous parler, et que ça va constituer la grosse force, et l'unique quasiment, de cette saison-là. Mais avant ça, entre la défaite de Zeref et la disparition de Natsu dans la temporelle, il y a un petit échange entre Natsu et Grey qui n'était pas présent dans le manga et qui est appréciable ici. Parce que justement, ça permet à ces personnages-là de réconcilier. On traite l'enjeu du conflit qu'il y avait eu. Et là, ils le font à tête reposée. Là-dessus, c'est quand même intéressant à ce niveau-là. Et j'ai quand même aimé le petit gag qui font un bum fist et que Natsu, ouch, parce qu'il a pris son bras complètement pété. Maintenant, pour... ah oui, il y a peut-être aussi Irene. Je pense qu'on a un peu plus d'éléments quand on a son flashback. Donc, c'est pas si mal. Et également, il y a un petit ajout, je pense, dans son combat contre Erza qui... faisait pas très fairy tailesque, je trouvais, mais qui avait quand même un peu de classe. On sentait une certaine gravité dans la situation. Maintenant, l'ajout le plus intéressant selon moi, et qui est très court, vous allez voir, et également, si on veut, le meilleur épisode de toute ces saisons-là. Et j'aurais presque tendance à dire peut-être le seul bon. L'épisode qui aurait dû... La qualité de cet épisode-là aurait dû se retrouver dans tous les épisodes. Je parle de l'épisode, je dis pas de bêtises, 43, et on peut peut-être poursuivre avec l'épisode 44. L'épisode 43, c'est l'épisode qui, si on veut, est dédié à peu près entièrement à August et son combat contre Gildarts. Hein, on va finalement apprendre à la fin de l'épisode que c'est lui, le fils de August. Et j'ai vraiment aimé toute la construction de cet épisode-là. Comment on faisait des retours vers le passé, puis vers le présent. Et tout ça culmine justement vers ce revirement de situation. On apprend que finalement, c'est pas l'Arcade, le fils de Zeref, mais c'est bien August. J'ai vraiment aimé comment c'était construit. J'ai enfin l'impression qu'on prenait le temps de bien poser les choses. En plus, l'épisode était quand même assez bien animé, surtout au niveau des expressions faciales. Et dans toute sa construction, ce qui est intéressant, c'est que August démarre comme étant l'antagoniste. Et je trouve que c'est vraiment plus accentué dans le manga. Et c'est normal, l'anime a justement les moyens d'accentuer davantage les choses. Ainsi, au début, c'est l'antagoniste, hein, c'est le vilain. À la fin, on le ressent plus comme une victime. Et petit bémol justement, c'est que l'épisode ne conclut pas l'entièreté du personnage. Donc, dans l'épisode 44, la première moitié, on va conclure justement cette partie-là. Forcément, conclure sur une moitié d'épisode, je trouve toujours ça un peu moins efficace, parce qu'après on passe à autre chose, et ça laisse moins un sentiment de fort. C'est moins fort, je vous dirais, comme effet. Et très malheureusement, et je vais en glisser rapidement un mot, c'est exactement ce qui est fait pour, à la toute fin, hein, Acne Logia. Dans l'avant-dernier épisode, c'est entièrement dédié à lui. On pourrait espérer qu'on va conclure là-dessus. Non, on a environ un petit 5 minutes de l'épisode suivant, du dernier, qui est dédié à vaincre Zeref, et après ça, à l'Acnologia. Et après ça, on passe complètement à autre chose. Ouais, il fallait mieux gérer vos épisodes, je trouve, les gars. Là, hein? Quand on regarde, mettons justement Mashima, ce qu'il avait fait, c'était une séparation claire nette de chapitres. Il aurait fallu que ça se fasse la même chose en épisode, et ça n'a pas été le cas. Donc, épisode 43, un merveilleux épisode. C'est le seul épisode de la série que je regarderai. Les autres n'en valent malheureusement pas la peine. Peut-être les passages avec Jacob, qui étaient quand même, je dirais, agréables, bien animés, étrangement. Mais c'est vraiment, l'épisode 43 et 44, c'est les seuls épisodes que je reviendrai. C'est les seuls que je trouve que vraiment, on a... c'est des bons épisodes. Des très bons épisodes. Et comme je l'ai déjà dit, tous les autres épisodes auraient dû être de la même facture, la même passion. D'ailleurs, je souligne le travail de l'équipe d'animation. D'ailleurs, cet épisode-là, on dirait qu'ils ont senti que c'était un moment important. Et merci, vous y avez rendu justice. Donc, épisode 44 avec le petit ajout dont je parlais. Donc, Acne Logia... non. Je me mélange dans mes noms, moi. Donc, August, finalement, active son sort. Et, alors que son sort de destruction massive, et entrevoit Mavis. Et c'est là qu'on a un petit ajout. Dans le manga, on n'avait pas ça. Dans l'anime, on apprend que la première chose qu'a entrevue August lors de sa naissance, c'est justement Mavis qui est pris dans le lacryma. Et ça, c'est intéressant parce que ça en dit long sur le personnage. Ça explique d'abord pourquoi il y a une certaine obsession par rapport à sa mère. Hein. C'est la première chose qu'il a vue, mais c'est également la dernière fois qu'il la voyait. Donc, en ce sens-là, il y a ça. Également, on a aussi une belle juxtaposition. Hein. La première fois qu'il a vu sa mère, elle semblait quand même, on va dire, sereine dans le cristal.
Et maintenant, ce qu'il voit, c'est elle qui le dévisage, qui le regarde avec hargne et haine. C'est pas quelque chose qu'il souhaite. Hein? Sa mère représente, si on veut, son obsession d'une enfance manquée, d'avoir en fait des parents qui ne pouvaient pas l'aimer. C'est ça que je trouvais aussi intéressant, c'est que ça m'a permis de mieux comprendre le personnage d'Auguste à travers ça. Au fait que la tragédie du personnage, c'est vraiment le fait que on peut pas lui dire, ouais, mais t'avais juste à dire à Zeref que t'étais son fils. Non, parce que probablement que Zeref aurait peut-être aimé son fils et donc le tuer par la même occasion. Donc, si Mavis et Zeref sont victimes d'une terrible malédiction, on s'entend, hein? Ils sont immortels et tout ce qu'ils vont aimer va crever. Auguste était dans une situation assez, peut-être même pire, hein? Il est l'enfant de ces deux immortels-là, donc ses parents vont lui survivre. Lui est rendu un vieillard, eux sont encore très jeunes. Et il n'a jamais pu vivre sa relation familiale avec les deux parce que les deux auraient pu le buter si jamais il l'aimait. Donc, en ce sens-là, ce petit segment-là en raconte tellement plus tout en ne disant rien. Hein? C'est une scène muette. C'est assez intéressant. Également, quand Auguste commence à se désagréger, j'aime beaucoup le fait qu'on met l'accent sur le fait que son regard, jusqu'à la toute fin, va être porté sur sa mère, sur l'objet de son obsession. C'est sûr que ça ne résout pas tous les problèmes que ce schéma-là peut avoir, à quel point il est obsédé, mais au moins on travaille très bien dans ce sens-là, et c'est vraiment un excellent ajout, à mon avis, l'un des meilleurs. Et pour conclure sur ces bons points, et encore une fois, je parle de ces bons points-là, mais ils ne sont pas rédempteurs de la série. Hein. Globalement, malheureusement, c'est raté. Et surtout pas le dernier épisode. Je m'étais préparé pour la vidéo avant le dernier épisode. Le dernier épisode a été un peu malheureusement... il y a beaucoup de stock, ils n'ont pas suffisamment rallongé. On a encore le générique. C'est juste qu'ils ont fait une espèce de mix de tous les meilleurs moments de cette série-là. Et il aurait fallu, je pense, couper ça. Hein? On s'en fout un peu. Ils avaient fait ça lors de la dernière monture également, pour le dernier épisode, si je dis pas de bêtises. Mais ça passait un peu mieux, hein, parce que c'est pas la conclusion. Là, non, coupe-nous ça. J'apprécie par exemple le petit hommage avec le premier générique de Fairy Tail qui joue, mais ce 1 minute et demie d'image qu'on a déjà vu, il aurait peut-être fallu pour mieux garder le rythme, mieux justement prendre le temps. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Donc, dernier élément positif malgré tout dans cette série-là que je voudrais souligner, c'est, je pense que c'est à partir du 3e générique, on a ce petit procédé-là que j'aime beaucoup et n'est pas utilisé si souvent que ça. C'est-à-dire qu'il y a un fondu audio entre la fin de l'épisode et le générique de fin. Procédé que j'ai découvert dans Full Metal Alchemist, repris dans Full Metal Alchemist Brotherhood, et qui, je trouve, fonctionne très bien parce que ça vient... ça nous stimule au niveau de l'auditif. Hein? On l'entend, c'est la fin qui arrive, il y a quelque chose, il y a des émotions qui se produisent à travers ça. Et pour le 3e générique de fin, c'est particulièrement efficace parce que le début du générique est plus tristounet. Et ainsi, quand par exemple, et ça m'a vraiment surpris à ce moment-là, quand à la fin de l'épisode où Erza s'envole vers le météore pour le péter, hein, elle sollicite l'aide de Makarov, surprenamment, le fondu et ses mots ont vraiment réussi à me faire presque pleurer. Je me suis senti comme, voyons donc, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi ces émotions-là? Comme quoi, c'est vraiment un procédé que je trouve très efficace. Il va l'être également avec le 4e générique de fin. Malheureusement, ce générique-là est un peu plus lambda dans sa musique, donc ça suscite moins d'émotions, mais je souligne quand même l'utilisation de ce procédé-là. C'était une bonne idée. Donc, petit retour global, c'est très globalement mauvais, l'animation, elle n'est pas à la hauteur. Il y a des petits ajouts en insuffisamment nombre, mais il y en a qui sont très bons. Et également, ce procédé-là que j'apprécie n'empêche que je ne me retaperai jamais Fairy Tail de la dernière saison. Ça demeure une déception à mon avis. Mais je suis un peu... C'est toujours un peu paradoxal avec moi si on veut. Hein? Comme Dragon Ball GT d'une certaine façon. C'est mauvais, mais je suis quand même content que c'est mieux que rien. Je suis content qu'il y ait l'épisode 43-44. C'est quelque chose que je vais probablement me retaper. Donc tout n'est pas complètement acheté, mais globalement c'est acheté. Donc, petit dernier segment que j'ai envie de faire, hein, pourquoi pas, ça serait de faire mon top 4 des génériques de début. Hein, pas les génériques de fin parce que dans mon livre à moi, on s'en fout un peu, même si je viens de dire qu'un petit segment, tu sais, le segment de transition mix, là, ça fait quand même que mais j'écoute quand même pas le générique de fin. Mais c'est apprécié quand même. Donc, mon top 4 des génériques de cette saison-là. Donc, à la 4e place, on aurait... Justement, c'est un peu triste, le 4e générique, le dernier en date, on dirait que les efforts n'ont pas été mis. Je trouve la musique pas spécialement entraînante. Elle démarre bien,
Et t'aurais envie que ça revienne à ce moment-là? Pas vraiment, c'est pas non plus complètement mauvais, mais niveau musical, c'est pas la plus forte. Mais c'est vraiment au niveau des animations que je trouve que c'est là que ça le m'a blesse. On a l'impression qu'ils ont rien à montrer. Donc souvent de la redite, on revoit comme Gildarts vs Augus, on revoit ça. Également, il y a du polar à fond la caisse. Hein? Comme par exemple, tu veux la transformation de Zeref de White, tu la vois. On a quand même la pseudo-confirmation qu'il y a un Genki Dama qui va être utilisé à la fin. Bon, l'énergie de tout le continent, là. Donc vraiment au niveau visuel, j'ai l'impression que c'est un peu moins recherché à ce niveau-là. Ça ressemble un peu plus à ces genres de génériques-là qui sont faits quand, on le sait, vous avez vu le manga, donc on veut juste faire plaisir aux fans de manga comme, regardez, vous savez c'est quoi ça. C'est moins efficace à mon avis à ce niveau-là. La troisième place, nous avons le premier générique de Fairy Tail, et c'est de cette saison-ci, qui fait très générique en tant que tel. Hein. On montre que les personnages principaux, ça pourrait quasiment être Fairy Tail le générique, là, à quel point on montre pas vraiment les méchants, on a juste une petite mention d'Acné Logia, mais les méchants de l'arc, la guilde noire qu'on avait vue, qui vénère Zeref, on n'en voit aucunement mention, on voit pas non plus les Springan, c'est vraiment juste dédié sur les personnages de Fairy Tail. La musique est quand même assez intéressante, je l'aime bien. Également, les dessins et l'animation en vaut la peine, mais c'est très générique. C'est pour ça que je ne peux pas vraiment placer ça plus haut dans ce classement. Il y a ce segment-là que je voulais parler qui est assez intéressant, c'est qu'il y a un segment énigmatique, et j'aime ça dans les génériques, que même après avoir écouté la série, tu comprends toujours pas qu'est-ce que ça voulait dire exactement. J'aime ça parce que c'est une forme de richesse, encore une fois. À un certain moment donné, on voit Lucy Natsu jeune, et après ça, Makarov. Qu'est-ce que ça veut dire? J'en ai pas la moindre idée. Hein. C'est sûr qu'on veut Makarov est porté disparu, mais pourquoi est-ce qu'on voit Lucy Natsu jeune? C'est quoi le rapport? Je ne le sais pas. Et quand je regarde ça, il y a toujours un mystère de comme, à quoi ils ont pensé? Et ça, j'adore. À la deuxième position, nous avons le deuxième générique de Fairy Tail. Niveau musical, c'est assez intéressant, c'est pas super non plus, mais au niveau de ce qu'on nous montre, c'est selon moi le meilleur, mais la musique le descend d'une coche. Toutes les transitions de passage clé de l'arc vers l'autre, c'est vraiment, je trouve, très bien fait. C'est le genre de générique qui te fait croire que ça va être un arc génial, que les Springan, ça va être fantastique. Ça te fait frissonner, même quand tu sais que c'est pas bon. Là, après l'avoir vu, tu réécoutes ce générique-là, puis ça te réussit à te faire croire que c'est vraiment incroyable, alors que ça ne l'est pas. Donc rien que pour ça, ça mérite amplement sa deuxième place. Ça peut paraître un peu paradoxal hein, de se dire « Ah, tu mets à la deuxième place un générique qui vend du rêve, qui ment en fait. » Ben, oui, mais j'aime mieux ça que l'inverse, d'une certaine façon. Hein? Un générique réaliste d'une animé assez bof. Hein? Sans aucune surprise, avec moins de bruit, s'il vous plaît. C'est le troisième générique qui est à la première place. Parce que musicalement parlant, je trouve que c'est la musique la plus entraînante. Elle donne envie de bouger, elle donne le sens de l'aventure, des combats à venir. Et au niveau de ce qu'on nous montre également, c'est aussi assez sympathique quand même. On a des jeux de couleurs assez classiques, faciles à faire, mais qui fonctionnent très bien à mon sens. On a également des séquences d'animation de combat assez brèves, qui nous font rêver encore une fois comme pourquoi est-ce qu'on n'a pas ça dans la série, hein? Des trucs animés tout simplement, et bien animés même de surcroît je dirais. Également on réintroduit de façon sympathique les Springan, comme quoi hein, c'est pas complètement... On nous fait croire que ce ne sont pas les pétards mouillés, alors que oui. Hein? Et également, on a aussi des petits... On nous vend des trucs, mais pas trop. Hein. On voit Erza se battre, on sait pas contre qui, mais à la toute fin, on entrevoit ce qui, quand on prend le temps de regarder, ah ben oui, c'est Irène. Hein. À ce niveau-là, c'est assez intéressant. Donc au niveau des dessins, c'est vraiment quand même intéressant, mais c'est vraiment, je trouve, l'aspect musical, c'est très entraînant. Et aussi, faut pas que j'oublie, à la toute fin, on a Natsu et Gray qui marchent l'un vers l'autre de la façon la plus badass possible, surtout pour Gray. Ça, c'est quand même quelque chose que j'ai hâte d'arriver à la fin juste pour ce petit moment-là. Donc c'est vraiment pour ça que c'est mon générique préféré. Donc quand même une longue vidéo, mais hein, on parle d'une saison en entière et de générique. Donc vous, qu'est-ce que vous avez pensé de la dernière saison de Fairy Tail? Et surtout au niveau de l'adaptation. On parlera peut-être pas tant du niveau de l'histoire, mais vous pouvez si vous voulez. Hein. Donc est-ce que vous auriez aimé une adaptation meilleure ou ça satisfait vos exigences? Qu'est-ce que vous pensez des petits ajouts qu'on a eus? Est-ce que vous attendez la série sur Acné Logia? Faites-moi en part dans les commentaires. Comme toujours, ça va être un plaisir d'échanger, débattre avec vous. Pour la prochaine critique exigeante, nous allons parler de l'Ultra Instinct. Et probablement une autre vidéo dédiée à Jiren. Comme quoi, à quel point ces deux concepts fonctionnent absolument pas
Donc ça pourrait être assez intéressant. Également, peut-être un pitch de vente aussi, partie bonus, parce qu'il y a tellement des choses que j'ai pas dites. Hein, à quel point, par exemple, Freezer, hein, on nous laisse croire qu'il va avoir un plan de malade mental. Aucun plan. C'est formidable. Donc, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à aimer, partager, aimer la vidéo. Et je vous dis à la prochaine critique exigeante!